Eh oui, c'est la maladie, hein. Cody va faire une vidéo review sur Fastlane 2023. Oui, bah ça arrive, c'est comme ça, vous savez, on change d'avis comme on change de chemise ici, hein. Bah oui, bien sûr. Non, mais tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je parle de WWE maintenant en vidéo, alors que j'avais dit que je refusais de parler de WWE en vidéo, que je gardais ça pour les vidéos, les podcasts avec tout simplement Benny's Money, etc., que j'avais moins envie de regarder WWE. Et ben tout simplement, je vous dirai ça dans le mercredi. Ah oui, j'ai pas le temps là, j'ai une vidéo à faire et donc du coup il faut que ça aille vite. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans la review de WWE Fastlane 2023. Bienvenue chez Cody. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi parce que je suis encore en maladie. Voilà, j'ai un peu du mal encore à parler, vous l'avez vu, je bégaye un peu, je suis fatigué, j'ai mal au crâne. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de regarder WWE Fastlane et je peux vous le dire, c'était bien. Voilà, merci pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao! Mais non, je rigole, bien sûr, je vais en parler un peu plus, il faut pas exagérer non plus. Je vais pas faire une vidéo WWE en me disant oui, ça va faire un peu plus de vues parce que c'est WWE, donc on va dire n'importe quoi. Non, 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 on y va tout de suite, hein, la review de WWE Fastlane. Alors moi, j'avais vraiment aucune hype sur cette carte, hein, parce que déjà, je ne connaissais ni vraiment la carte du show avant de regarder le pay-per-view. Je ne connaissais pas trop les histoires, mais en soi, c'est pas très grave, parce qu'avec WWE, là où certaines promotions ne font pas l'effort, WWE t'explique tout ce que tu as à savoir avant les combats, donc en vrai c'est pas très grave de ne pas suivre les weekly de WWE, donc ça m'a pas du tout dérangé de pas regarder WWE, hein, j'ai tout compris. En même temps c'est pas non plus très compliqué, faut l'avouer, mais ça n'empêche que c'était quand même bien sympa ce côté. On vous rappelle, moi personnellement, moi qui regarde WWE que pendant les pay-per-view de temps en temps, etc., moi personnellement ça me convient. Après c'est sûr que si tu regardes tous les weekly, avoir 30 minutes dans ton pay-per-view où c'est que des résumés de ce que tu as déjà vu, je peux comprendre que ça fait chier. L'avantage c'est que quand tu le regardes en replay, bon, tu peux accélérer si vraiment ça t'embête, quoi. Donc voilà, mais bon, moi ça m'a pas dérangé. On était du côté de Indianapolis, dans l'arène Gainbridge Fred House. Ah voilà, et oui, Benny n'est pas là pour le dire, donc je le dis avec mon accent français. Et bien sûr c'était commenté par Corey Grave, Michael Cole, et on a eu également Pat McAfee. Et ça a commencé tout de suite avec... oui, hein, oui. Bruit de Formule 1 pendant toute la review, hein, vous l'avez vu, attention, hein, là ça va être... Et donc l'intro a été faite par Pat McAfee. Moi personnellement j'aime beaucoup les entrées, voilà, de pay-per-view, de PLE, de WWE, les intros. Je trouve qu'il y a toujours un effort, encore une fois c'est pas un effort qui est fait dans beaucoup de promotions. Je sais que Impact Wrestling le fait quand même pas mal et plutôt bien. Du côté de All Elite, bon c'est un peu moins le cas, hein. Voilà, on se souvient qu'à Wembley ils ont rien fait, donc c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a vraiment un bel effort qui est fait du côté de WWE, ça a toujours été le cas, mais c'est bien quand même de le préciser. Et également petit détail intéressant, voilà, moi j'aime bien quand les stages changent en fonction du show tout simplement, et là ils ont fait un petit effort. Alors bon, ils se sont pas trop fait chier non plus, hein. Ils ont mis juste deux Formule 1, je sais même pas si c'est des Formule 1, ils ont mis 2 voitures de course au niveau de l'entrée, mais ça n'empêche que au moins il y a une petite différence, il y a un truc qui change, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup, je suis un grand fan des stages de l'époque où ils étaient tous personnalisés avec un thème, etc. All Elite le faisait énormément au début de leur existence. Là c'est beaucoup moins le cas et je le regrette vraiment. Et si WWE fait des petits trucs comme ça de temps en temps, moi personnellement j'aime bien. Alors c'est juste esthétique, mais personnellement je trouve ça cool. Le premier match de ce show de Fastlane 2023, c'était le match pour les titres unifiés par équipe de la WWE, donc le Judgment Day, les champions qui ont pris les titres du côté de Payback contre Sami Zayn et Kevin Owens, donc Damien Priest et Finn Balor. Damien Priest qui est également déteneur de la mallette du Money in the Bank. Il faisait face à Cody Rhodes et Jey Uso. Alors pour résumer l'histoire, hein, voilà, grâce aux super vidéos de la WWE, c'est
tout simple, hein, Cody Rhodes qui avait ramené lors de Payback Jey Uso du côté de Monday Night Raw, on le rappelle, et puis du coup ce qui a amené au fait que Judgment Day faisait un peu des petits clins d'œil du côté de Jey Uso en disant oui, nous on t'a vachement apprécié quand t'étais du côté de la Bloodline, mais tu sais que Judgment Day c'est une nouvelle Bloodline, c'est une famille, etc., etc. Tu peux faire partie de cette famille. Jey Uso qui a dit oui, ouais, je sais pas, pourquoi pas, why not, machin. Et puis au final, il a trahi vraiment le Judgment Day pour mettre des super kicks, etc. Du côté contre Finn Balor, je crois, et Damien Priest. Il y avait donc un beatdown où il y avait le Judgment Day qui était sur Jey Uso, et c'est bien sûr Cody Rhodes qui est venu défier et aider Jey Uso, hein, voilà, en expliquant qu'il avait droit à une seconde chance, que Cody Rhodes était avec Jey Uso malgré que bon voilà, il y a eu des histoires entre eux, etc., etc. Le babyface Cody Rhodes, c'est bien cool, ça fait plaisir. Je trouve que moi je trouve ça personnellement très bien. Ça permet de faire attendre un peu Cody Rhodes, ça permet de le rendre utile et mettre over un autre mec. Et puis bah Judgment Day, ils sont quand même assez forts derrière, parce que c'est quand même la grosse faction de Monday Night Raw. Donc c'est plutôt intéressant pour ce début de combat. J'ai bien aimé en début de combat, il y a Michael Cole qui a dit tout simplement qu'on avait un duel d'anciens leaders du Bullet Club. Bon, je sais que c'est maintenant, c'est un peu commun, on a l'habitude que Michael Cole sort des références au catch, à ce qui s'est passé ailleurs et tout, mais je reste quand même bloqué sur le fait que pendant, je sais pas, 10 ans, on parlait jamais de qu'est-ce qui se passait du côté des autres promotions, et là on a quand même eu un Bullet Club, donc ça me fait quand même un petit peu de choses, voilà, personnellement. Alors on a un match qui est très classique, mais très convaincant, dans le sens où voilà, au début on a domination du face sur Finn Balor, un Finn Balor qui est pas du tout protégé du côté du Judgment Day. On est là vraiment pour protéger à fond Damien Priest, hein, parce que c'est lui le mec le plus important, hein, clairement, avec cette mallette. Enfin, la leader c'est clairement Rhea Ripley, hein, ça, là on n'a aucun doute là-dessus, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, le mec le plus fort du Judgment Day, c'est tout simplement Damien Priest. Et donc voilà, donc Finn Balor se fait un peu casser la gueule, puis après au final on a un blind tag, et puis derrière bah voilà, Damien Priest arrive à reprendre l'avantage, et puis on domine Jey Uso. On reste voilà sur le classique où on domine le face, et puis il y aura le comeback avec Cody Rhodes. Mais ça reste un très bon opener, ça met vraiment bien dans l'ambiance, le public est à fond d'entrée le jeu. Cody Rhodes fait son comeback, c'est vraiment très solide. Voilà, j'ai rien à dire sur la qualité in-ring des 4 gars, parce que c'est un très bon match. Les faces commencent à prendre l'avantage, etc., jusqu'au moment où on a Dominic et Rhea Ripley qui arrivent dans le combat. On a un peu d'overbooking, etc. On a également JD McDonagh qui est là, donc voilà, on sait qu'il veut être dans le Judgment Day, mais Damien Priest refuse, etc. C'est parce que c'est un des élèves de Finn Balor, c'est pour ça qu'il est là, bref. Et donc on a un petit bordel, on a je crois que c'est Jey Uso ou Cody, je sais plus, bref, qui est avec Damien Priest au niveau de la table des commentateurs, et JD McDonagh veut se sentir utile et prend la mallette de Damien Priest pour essayer de mettre un coup dans le dos de l'arbitre sur l'un des faces, et au final ça finit dans la jambe de l'ami Damien Priest, et donc là il est dégoûté. Derrière il y a une prise sur la table, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un crossroads de la part de Cody, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà. Et derrière il y a un topé suicidal de l'ami Jey Uso qui après ramène Finn Balor dans le ring. On a un enchaînement, une super prise à deux de la part de Cody Rhodes et Jey Uso, très bon finish, franchement c'était bien cool. C'est un mélange un peu du One là, D1 ou je sais plus comment ils appellent leur move avec le move des Usos, et puis le Cody Cutter, donc c'était vraiment bien. Tombé 1, 2, 3 nouveaux champions, franchement bien cool, très bon opener, bien booké, classique dans le ring, mais vraiment sympa, vraiment un bon opener que j'ai bien aimé. Pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est mon match préféré de ce show. Ensuite, on a une petite promo dans les backstage où on voit Wade Barrett et Booker T qui parlent et qui disent ouais, alors qu'est-ce que tu penses de la carte? La carte elle est incroyable et tout, machin, ouais, c'est fou, c'est génial. Et là, on a Austin Creed, oh là là, je suis un vieux. On a Xavier Woods, pardon, bah oui, il a la même coupe. Moi, j'ai l'impression d'être retombé en 2010 quand je l'ai vu arriver avec son afro, ça m'a fait plaisir. On a donc Xavier Woods qui vient et qui, en finale, c'est une pub un peu déguisée, mais pas vraiment déguisée, pour Pizza Hut. Donc, bon, voilà, il commande des pizzas. Voilà, on sait qu'il commande des pizzas et tout.
Bon, voilà, j'aime bien cette façon d'amener une pub, je trouve ça plutôt fun. Ensuite, on avait un six-man tag entre la LWO, Rey Mysterio et Santos Escobar, qui était également accompagné de Zelina Vega, contre Bobby Lashley et les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. On sait qu'il y a une idée de faire un clan avec Bobby Lashley, une espèce de Earth Business 2.0. Bon, voilà, c'est encore dans la création pour le moment. Et donc, c'était un match qui était censé être un 3 contre 3, mais les deux coéquipiers de base de Santos Escobar ont été blessés lors de SmackDown, et donc du coup la LWO, donc Rey Mysterio et Santos Escobar, se retrouvent à 2 contre 3. Donc on a un début de match, voilà, tout simplement qui... Ah, mais attendez. Ah oui, c'est un match qui est sponsorisé par Pizza Cody, la pizza que vous aimez manger devant un show de catch. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Pizza Cody, vous pouvez dès maintenant acheter le t-shirt sur la boutique de chez Cody. Voilà, le lien est dans la description. Donc cette review est également voilà, en sponsorat avec Pizza Cody. N'hésitez pas, la pizza des morts de faim. Et en tout cas, elle est très bonne cette pizza. Bref, pour revenir au combat, on a donc Street Profit, donc comme je l'ai dit, tentative de faire un Earth Business 2.0. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée, j'aime bien le fait que les mecs ont la même couleur de tenue et tout ça. Moi, franchement, j'aime bien. Je trouve vraiment ça très cool, ça donne envie de voir la suite. Du côté de LWO, j'aime beaucoup également, et voilà, ça rappelle beaucoup bien sûr tout ce qu'on avait eu à l'époque avec Eddie Guerrero, etc., etc. Donc moi franchement je trouve que le match en lui-même donne envie d'être regardé. Alors c'est un 3 contre 2, donc on a bien sûr de base une domination quand même assez violente de Street Profit et Bobby Lashley, avec voilà des prises un peu basiques. On a du basique, on a des tentatives de retour de Santos Escobar, mais il a du mal et tout ça, jusqu'au moment où Rey Mysterio arrive à rentrer dans le ring, il fait ses moves et tout ça, mais quand même voilà, il manque un troisième membre et ils se font toujours dominer, etc., etc. On se retrouve à un moment où Rey Mysterio est tout seul dans le ring et il vient juste, je crois, de sonner un des membres de Street Profit. On a Bobby Lashley qui est en extérieur du ring, et là il y a une musique qui part, et c'est tout simplement le retour de Carlito avec une nouvelle musique, et une musique qui est quand même à chier, il faut le dire. Ils ont changé un peu pas mal de musique, là j'y reviendrai également dans le match féminin, mais on est trop habitué en fait à des classiques, à des bangers comme diraient certains, que du coup c'est un peu compliqué à revenir à des musiques, des nouvelles musiques pour des catcheurs comme ça, surtout Carlito quoi, le I spit in the face, the people we do not be cool, c'est mythique, c'est magique, tu vois, même moi je le dis bien, donc pour dire que c'est magique. Et ça c'est grâce à la Pizza Cody, n'hésitez pas, le t-shirt disponible. Carlito qui revient, il arrive, en fait c'était le troisième membre de l'équipe de la LWO, le changement, il rentre, il fait ses moves, tac tac tac, puis au final il finit par porter un backstabber sur Montez Ford pour la victoire. Alors je suis un peu surpris. Bon, je comprends en même temps, tu pouvais pas faire revenir Carlito pour le faire perdre ou what, donc c'est un peu logique que les face win, mais si tu essayes vraiment de créer une équipe, et c'est ce qu'ils ont l'air de faire avec Bobby Lashley et Street Profit, bon, c'est un peu bizarre de commencer en faisant voilà, perdre les Street Profits, en faisant perdre l'un des meilleurs catcheurs de cette équipe, à savoir Montez Ford. Après leur but c'est peut-être de séparer les Street Profits et du coup de faire un beatdown un jour sur Montez Ford pour pouvoir pourquoi pas amener quelqu'un d'autre. Bon, il y a plein de possibilités en fait, c'est ça qui est intéressant. Après peut-être ils vont se régler, ça va aller mieux plus tard, mais en tout cas c'est intéressant. Moi j'aime bien cette feud, je trouve que c'est de la très très bonne mid-card. Et après le match bien sûr on a une pizza, pas de Pizza Cody malheureusement, mais une pizza de Pizza Hut qui arrive sur la table de Cole et Grave, et là il y a Xavier Woods, Austin Creed qui arrive, Xavier Woods qui arrive, et donc qui dit oui en fait les pizzas que j'ai commandées c'était pour vous parce que vous travaillez bien et tout ça, donc voilà, encore un qui a envie de prendre la place de Corey Grave, et donc du coup il arrive, et puis il y a plein de pizzas, des trucs, du poulet machin et tout, enfin bref voilà, la belle pub pour Pizza Hut. Franchement moi ça me dérange pas, ils essayent de faire un truc un peu fun, ça me dérange pas, bon voilà, c'est l'américain. On enchaîne bien sûr parce qu'il faut pas perdre de temps, là on voit l'entrée de Jade Cargill, et oui elle est là, elle est à Fastlane, et là bien sûr ils te mettent son entrée, alors c'était avant le show, mais ils te remontrent l'entrée bien sûr avant le match féminin. Là on se dit un indice, est-ce que Jade Cargill va être là, est-ce qu'elle va intervenir, etc., etc. C'est très bien. C'est très très bien qu'il fasse ça parce que ça fait poser des questions, ça donne de l'intérêt directement à Jade Cargill qui est clairement mis over et bien présenté en tant que grosse superstar de WWE. Et franchement c'est très bien, ils la mettent super bien en valeur. Alors
Bon, la tenue Zlibar catch. Après, je comprends l'idée parce que c'est pour te faire croire, te dire bon, elle est en tenue, tu vois, elle est déjà prête à venir, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est dans l'idée, ça me dérange pas. Mais ils auraient pu lui mettre un froc, quoi. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Surtout eux, ils ont plein de thunes. Donc un froc en plus, bon, voilà, quoi. Et donc on enchaîne avec ce match féminin, un triple threat match pour le titre de WWE Women's. Et donc c'est Io Sky, la championne du Damage Control, qui faisait face à Asuka et Charlotte Flair. Et donc bon, sur le papier, on a clairement un très bon match sans aucun doute. L'histoire du match a été tout simplement qu'il y a eu un manque de communication. En gros, il y avait un match où Asuka faisait face à Io Sky et puis il y a eu une intervention, je sais pas quoi. Asuka demandait un rematch et puis en fait Bayley elle a compris, comme Asuka parlait japonais, tu vois, parce que Bayley elle parle pas japonais, tu vois, donc elle sait pas. Donc du coup elle a cru comprendre que Asuka demandait un triple threat match avec Charlotte parce que Charlotte était venue aider Asuka et Bayley elle a dit ah bah oui tu veux ça, bah ok je l'accepte parce que oui c'est la manageuse de Io Sky, Bayley, hein, voilà, elle sert que à ça. Et donc du coup on se retrouve avec un three-way, mais Io Sky elle dit mais non, mais en fait Asuka elle voulait juste un rematch contre moi, elle voulait pas un three-way. Donc bref, voilà, Charlotte se retrouve dans ce match là. Les gens n'ont pas spécialement envie de la voir, mais quand même elle est quand même over, Charlotte. Et moi, alors clairement, moi j'ai un gros défaut dans ce match là, et c'est pour ça que je vais aller au final assez vite. Moi le gros défaut de ce match là, alors les spots sont cool, les moves sont cool, les deux japonaises ensemble ça cadre super bien, mais ça on le savait, ça sans aucun problème. Les comebacks de Charlotte sont cool. Ça, franchement, le match en lui-même est bien. Le match en lui-même est bien. Moi, le problème que j'ai dans ce match-là, c'est que Charlotte, en fait, c'est la big boss et elle défonce tous les deux japonaises en 2v1 pendant tout le match, quoi. Et parce qu'il n'y a jamais une catcheuse qui va attaquer Charlotte. C'est toujours Asuka ou Io Sky qui viennent attaquer Charlotte. Charlotte, elle arrive, elle fait ses comebacks. Au début, elle se prend le Green Mist, une vibe très Green Muta d'ailleurs pour Asuka. Moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Et donc, du coup, elle se prend le Green Mist et derrière, enfin le Blue Mist d'ailleurs, elle se prend le Blue Mist et derrière, donc on a un petit 1v1 entre Io Sky et Asuka qui est vraiment très cool. Et derrière, Charlotte, elle arrive, elle défonce les deux et pendant tout le combat, ça m'a vraiment dérangé. Pendant tout le combat, dès que une des deux japonaises, Io Sky ou Asuka, attaque Charlotte, bah à chaque fois il y a une attaque de Io Sky et Asuka en même temps. À chaque fois c'est 2v1, 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 2v1. Et du coup en fait Charlotte elle paraît ultra forte, on sait qu'elle est ultra protégée, on le sait bien sûr, bien entendu, c'est la queen de la queen de la queen. Pareil, une nouvelle musique un peu bizarre, pareil pour Asuka, j'aime pas du tout, bref, c'est un détail. Mais voilà, moi ça me dérange parce qu'en final, Asuka et Io Sky ils passent pour des ânes, quoi, en fait. Et c'est un peu le problème de ce combat-là. Après, in-ringment parlant, c'est bien, c'est de la bonne action, c'est qualitatif, rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu dérangé. Voilà, ce côté, oui, Charlotte, c'est la big boss et de toute façon, voilà, elle gagne, quoi. Elle va gagner, voilà, c'est la big boss. Alors, ils ont contrer un peu le truc. Derrière, il y a Bayley qui arrive, elle intervient un peu, elle essaye de rentrer dans le ring, l'arbitre est occupé, il y a une soumission, je crois, de Charlotte, ou je sais plus exactement, bref, et en fait, ou un tombé, et du coup, on a Io Sky qui en profite pour faire son moonsault de la 3e corde, pour faire le tomber sur Charlotte, parce que voilà, on la protège quand même, on l'a bien protégée, donc c'est pas grave si elle prend un tombé. En plus, bon, voilà, l'intervention de Bayley, donc on reprotège, bien sûr, Charlotte, c'est important de bien protéger, c'est important. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et donc voilà, donc ce qui permet quand même à gagner, à faire gagner, et toujours championne, donc Io Sky. Donc bon, c'est un bon match, mais cette construction 2v1 m'a vraiment dérangé. Mais ça reste une défense plutôt solide de la part de Io Sky. Ensuite, on avait un match entre John Cena et LA Knight, yeah! That's so good. Yes, yes, yes. Contre la Bloodline, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Alors bon, c'est la suite de l'histoire de la Bloodline, vous le savez sûrement, c'est pas du tout mon délire, ça me plaît pas du tout. Je pas un grand affect envers LA Knight, yeah. That's so good. Yes, yes, yes. Ni de John Cena, hein, d'ailleurs, ni de Jimmy ou aussi Solo Sikoa, enfin voilà, vous avez compris, j'ai pas beaucoup d'affect avec cette histoire-là. Ça n'empêche que bon, c'était dans le show, donc on va bien sûr en parler, mais comme je m'en fous un peu pour tout vous avouer, j'ai regardé le match en vitesse x2. Et donc bah, du coup cette review va être en vitesse x2.
Et donc John Cena qui devait faire équipe avec AJ Styles, au final, bon voilà, il s'est fait attaquer et c'est LA Knight qui est venu le confondre. Pat McAfee qui après a fait derrière une petite promo, bon voilà, on passe, rien de bien excitant. Il présente John Cena et derrière on a un match qui est très classique, bien entendu. On a John Cena et Jimmy qui au début du match font tous les classiques de John Cena. On est dans le truc clean, classique, simple. On a Sikoa qui fait des regards noirs comme ça, et qui en fait qui il rentre dans le ring puis il domine John Cena, mais il fait pas non plus grand chose, il faut l'avouer, voilà. Jimmy il re-rentre dans le ring après, puis il fait un peu pareil, voilà. Sauf que lui, à la différence de Solo Sikoa, bah il triche. Eh ouais, il triche. Ah bah oui, parce que lui, c'est un méchant qui triche, il fait pas les yeux noirs comme ça. Lui il triche. Donc derrière, bah les heels ils dominent John Cena parce que John Cena il est juste là pour mettre over LA Knight. Yes, you're so good. Yes, yes, yes. On a Cena qui tend le bras, qui essaye de revenir, il est pas loin, mais là Jimmy paf, il intervient à nouveau, donc très classique encore une fois. On a une hip attack de Solo Sikoa qui est plutôt pas mal, ça rappelle bien sûr Umaga, bien entendu. On a LA Knight Yes, you're so good. Yes, yes, yes. qui commence à s'énerver, il fait des grands gestes à la Hulk Hogan comme ça, et là ce qui permet à John Cena de revenir et de faire une petite attaque un peu en furtif pour revenir dans le combat. Et là il va pour le tendre le bras, il est pas loin, il est à ça, il est là, et puis en fait non, baf, Solo Sikoa intervient. Au même moment on a Paul Heyman qui est là au téléphone avec l'ami Roman Reigns qui fait ouais tout va bien, ne vous inquiétez pas, votre belle chiffre, tout va bien. Sikoa veut écraser la tête de Cena mais contre, et donc retour de John Cena et là il arrive à passer la main à LA Knight. On a les comebacks bien sûr de LA Knight, classique, voilà, c'est que clothesline, et à chaque fois dès qu'il fait une clothesline le public fait yeah, Yes, you're so good. Yes, yes, yes. clothesline, yeah, Yes, you're so good. Yes, yes, yes. DDT, yeah. Yes, you're so good. Yes, yes, yes. On a des échanges de moves, etc. On a même droit à un diving splash de John Cena, incroyable. LA Knight prend très peu de bump car il est très protégé. John Cena a l'occasion de porter le Attitude Adjustment, mais super kick de Jimmy. Du coup LA Knight il va pour porter une superplex et derrière suivi du 5 knuckle shuffle et du BFT Blunt Force Trauma, le finish de LA Knight, yeah. Yes, you're so good. Yes, yes, yes. Et donc victoire de LA Knight et John Cena. Voilà, bah, je pense que ça a résumé mon avis en fait. C'est pas un mauvais match en soi, mais c'est clairement pas ma cam, il faut l'avouer. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Moi, c'est pas le style d'histoire qui me fait rêver. Voilà, après ça reste solide. Il y aura le retour de Roman Reigns du côté de SmackDown ce vendredi prochain. Donc ça sera à voir. Peut-être qu'ils vont amener LA Knight face en babyface bien sûr contre Roman Reigns. Pourquoi pas pour une défense de titre à Crown Jewel qui a été annoncée pour le 4 novembre je crois, ou quelque chose comme ça. On verra en tout cas, mais ça sera à suivre à moins qu'ils fassent un John Cena Roman Reigns en attendant du côté de l'Arabie Saoudite pour les fans d'Arabie Saoudite, peut-être, je sais pas. En tout cas voilà, c'est pas une histoire qui m'intéresse beaucoup. On a une promo avec le Judgment Day en backstage où il y a Damian Priest qui dit qu'il va il va utiliser sa mallette ce soir, et là on a Rhea, la mamie qui est là, qui dit non c'est pas ce soir car là tu es fatigué, tu me donnes la mallette et tu vas te coucher. Voilà, c'est un peu ça qu'elle a dit. Et donc on arrive au main event match, un last man standing match entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura pour le World Heavyweight Title. Bon, moi c'est un match qui moi me plaît pas spécialement de base parce que c'est un last man standing match et moi je suis pas un grand fan de ce genre de match. Voilà, après l'histoire du combat elle est simple, hein. Bien sûr à Payback il y avait eu un premier match entre Seth Rollins et Nakamura où Nakamura avait promis de détruire le dos de Seth Rollins. Au final il était revenu, il avait gagné. Derrière Nakamura avait attaqué dans le dos Seth Rollins, et donc du coup Seth Rollins, vu que c'est un babyface, il a dit ouais tu m'as attaqué dans le dos, donc du coup revanche. C'est facile pour un heal, quand tu perds, tu l'attaques dans le dos et puis après tu as une revanche. Donc c'est bien. En tout cas, donc du coup, revanche, ça a amené après l'histoire, ça amène donc à ce last man standing match, un match sans disqualification où il faut gagner bien sûr par décompte de 10 quand son adversaire est au sol. Vous connaissez l'histoire, ça, il n'y a pas besoin de le dire, même si je viens de le faire. Et donc on a un match qui est bon au niveau du storytelling, qui est plutôt intelligent, plutôt cool. Personnellement, j'aime bien. Moi, ce qui me dérange, l'un des trucs qui me dérange en fait, c'est que déjà il y a quand même pas mal de clichés au point de vue du heel qu'est Nakamura, parce que c'est le heel japonais, donc bien sûr qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des nunchaku parce que c'est un japonais, il utilise des nunchaku parce que c'est un japonais. Donc voilà, ça c'est un peu voilà. Et ce qui me dérange aussi, c'est que Nakamura, vu que c'est un méchant, automatiquement il fuit le combat et automatiquement il triche. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai dans ce genre de truc, c'est que chez WWE et en général même dans les grandes promotions, un heel triche, alors qu'un heel peut être un méchant agressif, un méchant un peu loustique et tout ça, et je trouve que généralement dans les grands matchs, les heels c'est des tricheurs en fait, donc et c'est souvent pour ça qu'ils gagnent. Il suffit de voir Roman Reigns, il suffit de voir Evil du côté de chez New Japan, enfin voilà, dans plein de promotions comme ça. C'est souvent le truc. Il suffit de voir également du côté de chez All Elite, hein, Big Bill et Ricky Starks. Ils ont gagné parce qu'ils ont triché et ils étaient en 2 contre 1. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, le match en lui-même, c'est pas dégueulasse. Il y a du bon selling de la part de Seth Rollins. Il y a des bons moves, il y a des
bonne prise de risque. Il y a des bumps du haut d'une échelle, sur une table qui ne casse pas, etc. Enfin voilà, il y a vraiment des bons spots, c'est un bon main event. J'ai pas le temps comme ça devant les yeux, mais je dirais que c'est entre 25-30 minutes. Et franchement, c'est bien, c'est de la bonne action. Moi, ça me dérange un peu le last man standing, mais c'est la stipulation elle-même qui est comme ça. Mais en soi, c'est pas trop déconnant. Mais voilà, à la fin du combat, donc on a un green mist qui est raid d'ailleurs, un red mist du haut de l'échelle il y avait une échelle qui était posée au point de vue de la table des commentaires. Et donc du coup, red mist de Nakamura, il pousse Rollins tombe sur la table. Au final, Rollins arrive à se relever. Les deux vont dans le public, ça se frappe. Ça va au niveau d'une petite estrade. Et donc on se retrouve donc du coup sur cette estrade. Là, il y a un pedigree et au final, Falcon Arrow sur une table qui était là, enfin un carton, enfin bref. Et donc du coup, ce qui permet au final que Rollins se relève à 9. Par contre, Nakamura ne peut pas se relever et donc on se retrouve avec Seth Rollins qui garde le titre World Heavyweight et donc toujours champion. Bon, ok, ils veulent pas mettre champion Nakamura, why not? Mais qu'est-ce que tu fais de Nakamura après? Moi personnellement, j'ai envie de te dire Nakamura, bah là t'as eu ta chance à nouveau. J'espère que ça va être terminé parce que là maintenant il faut passer à une autre histoire pour Seth Rollins. Bon, je comprends peut-être la frustration de certains fans. J'ai pas encore regardé les avis sur internet. Je peux comprendre si certains fans me disent qu'ils sont un peu frustrés le fait que Nakamura ait pas gagné. Je le comprends. Après voilà, Seth Rollins il est ultra populaire. Nakamura champion, je pense pas que ça mettrait over quelqu'un. Donc en soi c'est une idée qui est plutôt logique dans l'esprit WWE. Mais bon voilà, c'était un bon main event, hein. C'était un bon main event, mais je pense que pour moi, mon match préféré de ce show, ça reste l'opener que j'ai trouvé vraiment très très bon. Donc voilà pour cette review de WWE Fastlane, j'ai essayé de faire au plus vite, mais vous le savez, c'est toujours, voilà, toujours un problème de timing de mon côté. Mais en tout cas, c'était un bon show, je l'ai regardé vraiment par curiosité, et puis aussi parce que je me suis dit, allez, j'ai envie d'en reparler, quoi. J'ai envie d'en faire des vidéos, j'ai jamais fait vraiment de vidéo review comme ça, j'ai toujours fait en format podcast, etc. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire une vidéo un peu montée, un peu marrante, voilà, on est fun, on s'amuse. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment, on s'amuse, le but c'est d'analyser quand même la carte. Vous verrez, il y en aura de plus en plus ce genre de review, voilà, montée, c'est vraiment vers là aussi que je veux aller, plus les vidéos, comme ce que vous avez vu sur l'histoire de Keiji-Muto. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un bon show, plutôt sympathique en vrai, plutôt sympathique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un partage et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et bien sûr soyez là ce mercredi pour le mercredi où on parlera des news de la semaine avec entre autres normalement Benny Ismoni qui donnera également son avis sur WWE Fastlane. Je vous laisse comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.